De retour pour la suite de Niveau de Soir. Merci à vous qui nous regardez sur Niveau d'Info 1. Lucas Baki est notre invité du jour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Charlotte. Vous êtes journaliste et analyste politique. En Guinée, l'opposition a annoncé vendredi dernier l'échec des concertations avec les militaires au pouvoir pour, je cite, faute de volonté politique des autorités. Fin de citation. Et dans la foulée, l'opposition guinéenne a annoncé son intention de reprendre les manifestations dans les rues. Alors, Lucas Baki, l'opposition guinéenne qui dénonce ici une faute de volonté politique des autorités, comment cela se serait-elle manifesté selon vos analyses de la situation actuelle? Alors, en fait, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que des acteurs politiques d'un pays comme la Guinée puissent échouer à s'entendre sur des questions aussi cruciales qui concernent le devenir du pays, notamment la conduite même de la transition. C'est pas surprenant, pourquoi? Parce que vous savez, cette question même de dialogue dans nos pays, c'est en général en Afrique qu'on voit cela. Est-ce que vous avez déjà entendu un pays développé en Europe, aux États-Unis, etc., parler du dialogue politique entre acteurs politiques sur des questions de la gouvernance ou des grandes orientations à donner au pays? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, la conscience nationale et la responsabilité même du dirigeant est clairement connue. Et lorsque vous êtes dans le piédestal de l'État, vous savez exactement où vous allez. Et en général, les gens y accèdent donc par les élections, c'est-à-dire sur la base d'une feuille de route, d'un programme de société, etc. Et donc, lorsque vous êtes adoubé par le peuple, vous comprenez que vous êtes missionné pour donc le conduire à une destination donnée. C'est à vous de définir le cap, d'assumer cela, quitte à ce que ce peuple-là vous juge à travers d'autres élections qui viendront, essentiellement que vous allez faire preuve de votre redevabilité, etc., etc. Alors, dans le contexte africain, il se trouve que notre regard sur le pouvoir consiste à penser qu'il s'agit d'un gâteau et qu'il faudrait donc le partager. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'un président est élu, il pense beaucoup plus à récompenser ceux qui se sont activés pour le mettre au pouvoir, ou alors récompenser ses amis, ses frères et tout. Et donc, il y a une forme de complaisance. Voilà pourquoi, précisément, lorsqu'on veut distraire un peu l'opinion, on essaie d'organiser une forme de dialogue politique pour dire que, bon, mais écoutez, il y a un consensus, on essaie de discuter, de s'entendre sur ce cas. Mais vous allez constater que même quand les dialogues réussissent, leur mise en œuvre devient un vrai problème. Pourquoi? Parce que justement, l'objectif pour lequel on s'assoit autour d'une table pour discuter des questions politiques, en tout cas sur le devenir, n'est pas le même. En réalité, chacun veut participer au partage du gâteau. Si on avait proposé des postes à certains leaders de l'opposition en Guinée, vous allez savoir qu'il n'y aurait pas eu clash. Donc s'ils ne s'entendent pas, c'est parce que précisément la vision que Mamadou Doumbouya est en train d'imprimer aujourd'hui à la Guinée ne sied pas véritablement à beaucoup d'acteurs politiques. Tout comme lui-même, son aspiration, ou bien le plan qu'il est en train de mettre en œuvre, n'est pas un plan qui est forcément orienté vers le meilleur devenir du pays. Parce que, voyez-vous, la vérité n'a pas besoin de lumière pour être connue. Si vous êtes mû par cet objectif-là, votre travail consiste à persuader le peuple, à l'orienter, à l'exhumer, à l'exhorter vers le travail, vers vos orientations, de sorte à atteindre un but. Et je pense que dans l'histoire, nous avons eu suffisamment de dirigeants qui ont montré cet exemple. Ben, quelqu'un comme Thomas Sankara était venu par un coup d'État. Mais aujourd'hui, il a tellement impacté la conscience collective burkinabé qu'il est devenu une vraie icône. Un symbole, comme s'il était le seul ou le premier président du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'il a une vision, il porte en lui le destin du pays et il décide de l'assumer comme tel. Il descend sur le terrain, il persuade, il discute, il crée l'émulation au sein de la population. Et c'est ça un leader. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un niveau moyen de prestation de nos acteurs politiques, de nos dirigeants. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés de faire ce folklore-là qui consiste à parler des dialogues politiques et tout ça, qui en vérité ne sert pas à grand-chose. Parce que dans tous les cas, la responsabilité incombe fondamentalement à celui qui a les manettes du pouvoir et il doit l'assumer comme tel. Lucas Baki, les crises sociopolitiques sont répétitifs dans nos États africains. En tant qu'analyste politique, selon vous, qu'est-ce qui explique ces situations? Est-ce que nos dirigeants manqueraient peut-être de stratégie d'anticipation sur les événements? Vous savez, a priori, avant que l'on accède au pouvoir, on est mu par une certaine volonté.
une envie de bien faire, de mieux faire. Voilà pourquoi, par exemple, dans le contexte de la Guinée, quelqu'un comme Alpha Condé, qui était dans le camp, lorsqu'il était dans l'opposition, était un farouche critique. Il avait des idées, il était vraiment engagé. Et il a fini donc par se faire adouber par une certaine classe politique et de la population qui ont fini par le lire. Mais dans la mise en œuvre, parce qu'il y a un grand gap entre ce qu'on perçoit à part l'esprit, et donc ce qu'on est en train d'imaginer, ce à quoi on aspire, et la capacité à transcrire cela dans les faits, à matérialiser cela dans les faits. Et c'est là où la plupart de nos dirigeants échouent fondamentalement, parce qu'ils sont des rhétoriciens, ils sont des théoriciens, ils ont une vue de l'esprit, et lorsqu'il est question de matérialiser cela, les nœuds sont si durs qu'ils n'ont pas l'énergie, les astuces, les habiletés pour pouvoir donc les défaire de façon progressive. Voilà, vous savez, l'exercice du pouvoir, c'est un sacerdoce. Cela demande de votre part un engagement certain, mais surtout aussi une part sérieuse de sacrifice. Vous devez pouvoir faire violence sur vos aises, vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir découvrir par vous-même les meilleures versions de vous. Et donc, cela demande que vous ne soyez pas complaisant, que vous soyez suffisamment rigoureux dans la gestion du bien commun, parce qu'en réalité, c'est une mission qu'on vous a confiée avec des moyens de bord. Je parle des moyens de bord, pourquoi? Parce que justement, il s'agit de la production de la richesse nationale qui se fait par, en réalité, la population. Donc, le dirigeant, il est appelé tout simplement à collecter la participation des citoyens et à mettre en œuvre une feuille de route qui participe à accroître justement la richesse nationale, mais surtout aussi à épanouir l'ensemble des populations. Mais dans nos pays, on a comme le sentiment que le pouvoir est une fin en soi. Lorsque vous êtes président de la République ou en tout cas à un poste de décision, vous en faites un lit au point où vous pensez que vous êtes le meilleur de tous les citoyens. Or, en vérité, votre mission, c'est de créer l'écosystème qui permet à chaque citoyen de donner la meilleure version de lui-même, de se découvrir par l'action. Et donc, vous n'avez qu'à donner des directives, à tracer la voie, à donner le cap, de sorte que, en créant l'écosystème, les citoyens puissent se mouler dans une dynamique qui permet de créer et d'accroître la richesse nationale. S'ils échouent autant, c'est parce que, précisément, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils commencent à jouir des attributs du pouvoir, parce qu'il faut le reconnaître. Lorsque vous n'avez pas une capacité de transcender les avantages liés au pouvoir, toute la gloire qui l'entoure et tous les hurrahs dont on vous affuble, vous risquez de vous oublier donc, dans ces attributs-là, dans cette jouissance-là, au point de ne pas pouvoir être capable d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir justement travailler et baliser la voie. Le dirigeant, il est le leader, mais aussi entouré de techniciens, de personnes aussi appelées à à favoriser la mise en œuvre des politiques de développement. En principe, vous savez, vous ne pouvez faire un casting objectif, sérieux et rigoureux pour choisir vos collaborateurs que si vous êtes porteur d'une vision. Si vous êtes mû par un besoin de culture de résultats. Si vous voulez véritablement atteindre des résultats parce que vous êtes conscient que ce sont vos résultats qui vont vous faire rentrer dans l'histoire, que à travers vos résultats qu'on va vous juger. Mais si vous pensez que le pouvoir, c'est un moyen pour récompenser les gens, c'est un gâteau dont il faut jouir, vous allez donc d'abord privilégier vos amis, vos affinités, vous devenez complaisant, vous favorisez la corruption, les détournements, donc vous créez finalement une forme d'anarchie qui accentue l'injustice sociale et le déséquilibre, empêchant justement, en tout cas créant une certaine démobilisation au sein de la société. Voilà pourquoi nous échouons à créer des nations sur notre continent. Dans le cas guinéen, les forces vives de la Guinée, une coalition des principaux partis de syndicats et d'organisations non gouvernementales avait, au nom du dialogue, renoncé à des manifestations pour donner une chance de succès à la médiation d'autorités religieuses. Mais à quelle issue possible s'attendaient les FGV? Vous voyez, lorsqu'on recourt à des leaders religieux et aux sages, cela suppose que ceux-ci, en réalité, sont portés par le besoin de créer un creuset national dans lequel l'ensemble des citoyens guinéens, par exemple, vont se retrouver. Ce n'est pas un exemple atypique. Je pense que même chez nous au Togo, si on a eu à recourir aux leaders religieux pour conduire les dialogues, etc., etc., en réalité, c'est l'idéal.
Ceux-ci ont un langage de sagesse. Ils sont portés par cette vision parce qu'ils sont d'abord, ils connaissent un peu l'histoire, la culture, les traditions, les habitudes, le mode de pensée des citoyens. Ils connaissent les vertus et les valeurs qui permettent le vivre ensemble de leur société. Et donc, ils sont les personnes idéales pour justement conduire un dialogue comme ça et donc mettre les acteurs politiques autour d'une vision commune. Mais il se trouve que pour arrondir ces angles-là, il faut d'abord la volonté de ces acteurs-là. Mais aussi, il faudrait que ceux-ci soient mus par un même objectif qui est, en réalité, la construction du bien commun, qui est de chercher le meilleur devenir du citoyen guinéen, qui est de faire en sorte que la Guinée puisse développer un écosystème où chaque citoyen va trouver sa part. Ce qui n'est justement pas le cas. À partir du moment où ce n'est pas le cas et que chacun a en arrière-pensée une idée ou un désir de profiter d'une manière ou d'une autre du pouvoir, en tout cas de la portion de pouvoir dont il aura, pour pouvoir lui-même en jouir, il sera très difficile d'accorder les violents parce qu'en réalité, leur objectif n'est pas de rechercher tant le bien commun ou bien en tout cas de faire justice à la population guinéenne. C'est ça le vrai problème avec nos leaders politiques. Ça fait que lorsqu'on parle du dialogue, mais ils font du surplace et souvent ils attellent un accord, mais un accord taillé sur mesure, lié justement aux intérêts, aux pauses qui seront partagées, etc. Il n'y a même pas eu d'accord, il n'y en a pas eu parce que précisément... Donc la question se pose, est-ce qu'une médiation religieuse peut sortir la Guinée de cette impasse politique? Ce n'est pas évident, c'est une question d'engagement politique, de capacité des acteurs politiques à dépasser justement cette dimension de perception du pouvoir. Si chacun d'entre eux ne fait pas l'effort de quitter cet aspect qui consiste à vouloir profiter pour soi et non pour l'ensemble du pouvoir, évidemment, les médiations seront difficiles, peut-être par courtoisie et par élégance. Ils vont donc respecter les leaders religieux et parvenir à un accord, mais c'est un accord de circonstance dont la mise en œuvre va se heurter à beaucoup de goulot parce que la volonté n'y est pas, parce que ces acteurs-là ne sont pas mus par la recherche du meilleur devenir d'un pays comme la Guinée, qui est insolemment riche et qui a une longue histoire, qui a été un modèle en tout cas en termes d'audace politique et qui devrait pouvoir aujourd'hui servir de locomotive qui va inspirer beaucoup de D'un côté, en Guinée, on a une opposition qui réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elle considère comme politiques. Et de l'autre côté, les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2021 et qui se sont engagés à céder la place à des civils élus au terme d'une période de transition de 2 ans à partir de janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2023. Est-ce que le retour dans les rues pour une manifestation est une solution? Bon, écoutez, les mobilisations politiques dans les rues, c'est une recommandation des constitutions. C'est un moyen d'expression d'un point de vue. Voyez? Et pour faire pression sur le pouvoir aussi. Voilà, a priori, il n'y a aucun mal à cela. Mais tout le monde sait que la Guinée a eu une transition de violence. De violence de telle manière que souvent, on étouffe les manifestations publiques. Simplement parce qu'on considère que cela sème du désordre et cela met à nu peut-être les faiblesses des gouvernants, ou alors parce que les leaders politiques ou les acteurs de l'opposition eux-mêmes, n'étant pas forcément mus par un objectif sain, en profitent pour semer, si vous voulez, du bordel. Et donc, à partir de ce moment-là, le recours à la manifestation publique devient très risqué, non pas pour les leaders politiques, non pas pour les dirigeants, mais malheureusement pour la population qui devient ainsi des cobayes. Et c'est cette population qu'on instrumentalise d'un côté comme de l'autre et sur qui on s'appuie comme si en réalité c'était des instruments à manipuler. Et or, en réalité, leur action ne vise, comme je l'ai dit au départ, aucunement le bien-être de cette population-là. Vous allez voir que ceux qui sortent dans la rue, ce ne sont pas les enfants de l'élite politique. Ce ne sont pas des enfants des riches. Ce sont des enfants qui peut-être n'ont même pas leur diplôme, qui n'ont pas été à l'école, qui mènent le combat dans la rue et qui trouvent souvent la mort gratuitement pendant que les leaders politiques la coulent douce, malheureusement. Vous l'avez bien souligné, M. Lucas Baki, les manifestations en Guinée sont souvent émaillées de violence et à ce stade de statu quo, avec un premier échec du dialogue enregistré, comment éviter un long bras de fer entre l'opposition et la junte militaire? Je crois que la balle est dans le camp du colonel Mamadi Doumbia. Et
lorsqu'il a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, il a fait une déclaration improvisée où il posait le diagnostic de la situation chaotique dans laquelle se retrouvait justement la Guinée. Et puis il avait raison, parce que c'est une situation qui est connue de tous. Et le président Alpha Condé était rentré malheureusement dans le clientélisme, favorisait la corruption, les détournements, et puis dans une arrogance terrible, il avait fait donc du pouvoir une propriété privée au niveau, et il en jouissait au point même de rallonger son séjour en violation justement des dispositions de la Constitution, dont il a eu à déchiqueter les principaux, les fondamentaux pour pouvoir se positionner à un troisième mandat. On comprend donc que dans cette situation d'ingouvernance totale du pays, qui a eu un besoin justement de réaction, et donc les militaires ayant des armes, ils ont cru utile d'intervenir. Maintenant, il appartient justement à ces colonels-là qui ont désormais la destinée du pays de montrer qu'en réalité, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aspiraient à jouir du pouvoir, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que le peuple de Guinée a besoin de quelque chose de nouveau, de déterminant qui va provoquer le déclic de leur épanouissement. Si ce n'est pas le cas, et eux aussi tombent dans le travers, au point de basculer dans l'autoritarisme, dans l'ingouvernance ou dans les complaisances, dans les détournements, etc. Moi, je crois qu'il a eu à poser certains actes quand même qui sont pas mal, qui consistent donc à lutter contre la corruption, à s'intégrer dans l'axe Bamako, Burkina Faso, etc. On peut alors imaginer qu'en fait, il y a des perspectives. Mais, cela ne suffit pas pour montrer son charisme, sa détermination, son engagement à atteindre des résultats probants. Dans tous les cas, on ne pourra le juger qu'au bout du compte, c'est-à-dire les résultats auxquels il parviendra, s'il nous montre qu'il a été cohérent avec l'histoire même de la Guinée, qui est un pays de référence, avec autant de richesses, mais qui malheureusement végète aujourd'hui. Là, c'est là où il aura réussi à nous convaincre. La balle est pratiquement dans son camp, en tout cas à 80%. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris une décision le 27 avril dernier. Il a dissous par décret le bataillon chargé de la sécurité présidentielle, dont sa propre sécurité. La veille, il avait limogé le patron des renseignements, le militaire nommé Ismaël Keïta. Quelle analyse faites-vous de ces décisions? On peut considérer de radical. C'est vrai qu'il va falloir. Non, mais en réalité, il n'y a pas de complaisance dans la gouvernance d'État. S'il y a des raisons probantes, des éléments qui montrent que cette garde présidentielle, en tout cas ce dispositif de sécurité, était un attelage qui n'est pas efficace. Pas efficace non pas pour la sécurité individuelle du président, mais la sécurité du pays elle-même, et que les renseignements n'étaient pas efficients. Mais c'est normal que le président de la République puisse prendre des décisions draconiennes si cette décision-là vise justement à assainir la gouvernance d'État, à corser le système sécuritaire et à garantir cette sécurité-là à l'ensemble des citoyens. Donc, je pense qu'il faut que nos dirigeants, justement, comprennent qu'ils ont des devoirs. Ils ont une certaine redevabilité vis-à-vis des citoyens. Et de ce point de vue-là, lorsqu'une situation ne marche pas, n'est pas bonne, il faut trouver une solution, qu'elle soit forte, qu'elle soit bonne, en tout cas qu'elle soit avantageuse pour certaines personnes ou pas, mais une fois qu'elle vise l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas de critique possible. Oui. Le retour du pouvoir aux mains des civils est la principale pomme de discorde entre l'opposition et la junte au pouvoir. Et le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, a déclaré dernièrement que le pays avait besoin d'un peu plus de 600 millions d'euros pour financer ce processus. Est-ce que c'est finalement ça le blocus? Peut-être entre autres, mais moi je pense que la question de l'argent ne devait pas bloquer quoi que ce soit lorsque vous avez la volonté. C'est comme quand on parle d'entrepreneuriat en général dans nos pays, nous pensons que nous n'arrivons pas à entreprendre parce qu'on n'a pas d'argent. Mais en réalité, lorsque vos idées sont pertinentes, elles sont tout de suite bancables. Voyez? Donc l'enjeu pour les dirigeants maliens, je veux dire guinéens aujourd'hui, ce n'est pas tant la question d'argent. S'ils sont pertinents, s'ils prennent des initiatives, un pays ne peut jamais manquer d'argent. La preuve est en train d'être faite avec le Mali.
Voyez comment le Mali sort carrément de l'ornière et arrive à se procurer des armes, des avions, des équipements extraordinaires, alors que c'est un pays qui a été pendant longtemps sous sanction et qui l'est d'ailleurs encore, parce qu'il est suspendu, etc. Il y a certaines transactions, enfin certains échanges commerciaux qui ne se font plus avec le Mali. Mais c'est maintenant, au moment où toute une ligue internationale tente d'isoler ce pays, que ce pays-là fait des prouesses extraordinaires en termes d'investissement. Non pas seulement dans l'armée, dans la sécurité, mais surtout d'investissement dans les infrastructures pour le développement, etc. etc. Pourquoi? C'est une question de leadership. C'est une question de vision du président et c'est une question de fertilité d'esprit qui permet l'inspiration des bonnes idées. Lorsque vous prenez des bonnes initiatives, vous allez toujours trouver les moyens de financer. Ce n'est pas forcément avec l'argent qu'on fait. Vous soutenez alors que la Guinée par elle-même elle peut, a la capacité évidemment, de rassembler. mais attendez, elle a beaucoup de contrats. C'est le pays qui a le plus de bauxite sur ce continent, même dans le monde. Et donc, il y a beaucoup de ressources. La question d'argent ne devait pas se poser si les idées qu'on émet ou les initiatives qu'on prend sont mues par le besoin d'épargner le peuple, d'assainir la gouvernance elle-même et de faire en sorte à asseoir les socles d'une gouvernance tout à fait saine qui profite à l'ensemble des citoyens. Les citoyens, les acteurs privés même, pourraient contribuer à mobiliser des ressources si on en vient à les convaincre, à les persuader. Vous savez, l'autorité en fait, c'est cette personne-là qui travaille sur elle de manière à posséder une certaine puissance du verbe, une capacité de persuasion, une capacité à mouler des citoyens autour d'une vision, de sorte que tous les acteurs, le président de la République, le dirigeant ne crée jamais la richesse. Même si le pouvoir lui est conféré d'aller contracter des prêts, de négocier au nom du pays, etc. Celui qui paye, c'est la population. Et donc, celui qui crée aussi la richesse, c'est la population. Il faudrait tout simplement que les leaders se rendent capables de pouvoir tenir un discours dans lequel l'ensemble des citoyens se retrouvent, si ce n'est pas l'ensemble, au moins la majorité, de sorte qu'il y ait une dynamique de l'intérieur. S'il n'y en a pas, on va chercher les moyens partout, on ne les trouvera pas, parce que toutes les fois où vous allez tendre la main vers les puissances occidentales, etc., alors que vous avez tendance à vouloir assumer ou affirmer votre souveraineté, ça vous sera difficile, on vous fera des promesses, de sorte qu'on puisse vous endormir et qu'on vienne puiser vos ressources. Mais jamais vous n'aurez justement ce montant dont vous avez besoin pour pouvoir conduire le processus. Mais de toute façon, je pense que la Guinée étant un pays qui produit donc de la richesse, il faut commencer d'un pas à l'autre et on verra à quel niveau il pourrait se heurter à des difficultés. Et il y aura toujours des solutions au cas par cas. Militaires et civils se disputent le fauteuil présidentiel dans certains pays en Afrique. Quel avenir de nos pays face à ces bras de fer qui malheureusement parfois mettent les pays en bain en sang comme aujourd'hui au Soudan? Nos pays ont besoin des leaders. J'ai pris l'exemple de Thomas Sankara tout à l'heure. Ce monsieur n'a fait que 4 ans au pouvoir. Il a réussi à mouvoir la haute volta de l'époque de la situation de précarité extrême à une autosuffisance alimentaire. Cela veut dire tout simplement que le miracle peut exister. Le miracle, c'est dans notre esprit, c'est dans notre capacité à oser et à agir par nous-mêmes. C'est le genre de monsieur qu'on voyait sur le terrain, qui allait accompagner véritablement les paysans, les artisans, mettait la main à la pâte. Et donc, quand vous procédez de cette manière-là, vous finissez par vous faire adouber par la population parce que tous les citoyens, en tout cas tous les êtres humains, sont toujours émerveillés par quelqu'un qui sait donner l'exemple. Si vous prenez le cas burkinabé, le cas Sankara, c'est que ce n'est pas question de militaire ou de civil, mais de leadership. C'est le leadership, c'est une question de vision et de disponibilité à servir. J'ai suivi l'interview que le président de la République du Togo avait donnée. Je pense qu'il a eu à dire entre-temps que gouverner, c'est servir. Sauf qu'il a ajouté un aussi que je trouve de trop. Gouverner n'est pas autre chose que servir. Servir la cause commune. Servir la cause de chaque citoyen. Mais avec des règles qui soient claires, dans lesquelles chacun se retrouve et où il y a la justice sociale. Lorsque vous êtes en paix, vous avez l'assurance qu'on ne veut pas vous tricher parce que vous passez un concours et que vous avez l'intelligence nécessaire, vous allez réussir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frustration, il n'y a même pas de peine à
à sortir pour travailler lorsqu'il y a un mot d'ordre. Lorsqu'on dit sortez pour entretenir les rues de la ville, tout le monde sort parce qu'il sait qu'il trouve l'intérêt, c'est le bien commun, c'est notre propriété à nous tous. Mais si il y a des gens, une poignée de personnes, qui profitent sur la coule douce des richesses dont notre labeur, que nous produisons par notre labeur, il y a un problème. Et donc les gens deviennent indifférents. Je crois que la principale solution à tous ces problèmes-là, c'est qu'on ait des leaders capables de sacrifice, capables de se laisser conduire par le besoin de transformer la société, qui leur confie cette responsabilité plutôt que d'utiliser le pouvoir comme une cuirasse, un instrument de jouissance, un instrument qui les absout de leurs fautes et de leurs carences. Merci beaucoup, Lucas Baki, d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour une nouvelle édition du journal.